Il existe des funérailles ourliès qui ressemblent à des spectacles nationaux, des cérémonies dont l'écho traverse les générations et s'inscrit immédiatement dans l'histoire collective. Celle de Johnny Hallyday, le 9 décembre 2017, fut l'une d'elles. Un adieu planétaire, un moment suspendu où la France entière semblait se figer dans la douleur et la fascination. Pourtant, au-delà des images officielles, des chants, des hommages et de la ferveur populaire, une scène plus discrète, presque invisible pour le grand public, a marqué les témoins présents. L'arrivée d'un invité totalement inattendu, une silhouette dont personne ne soupçonnait la présence et qui pourtant a bouleversé le cours silencieux de la cérémonie. Paris sous le deuil, une ville paralysée. Dès les premières heures du matin, Paris semblait enveloppé dans une brume inhabituelle, mêlée de tristesse et d'attente. Des milliers de personnes s'étaient massées sur les Champs-Élysées, serrées les unes contre les autres, comme si la chaleur humaine pouvait compenser le froid mordant de décembre. Les drapeaux étaient en berne, les vitrines décorées pour Noël paraissaient plus ternes que d'ordinaire, et l'avenue la plus célèbre du monde s'était transformée en sanctuaire improvisé. Des familles entières avaient fait le déplacement, parfois depuis la veille, des retraités, des adolescents, des passionnés de la première heure, mais aussi des curieux. Tous voulaient assister au dernier passage du cercueil porté par les motards de la garde républicaine. Au-delà de l'hommage populaire, c'était une atmosphère irréelle, comme si Paris retenait son souffle, comme si la disparition de Johnny Hallyday ne touchait pas seulement les fans, mais quelque chose de plus profond, de plus archaïque. Le besoin d'un héros national. Et pourtant, au cœur de ce tableau presque parfait, quelque chose allait bientôt provoquer un frisson inattendu. L'église de la Madeleine, un théâtre solennel. À l'intérieur de l'église de la Madeleine, l'ambiance était encore plus dense. Les lustres suspendus diffusaient une lumière dorée qui se reflétait sur les colonnes immenses. L'odeur de cire brûlée se mêlait à celle, plus lourde, de l'encens, créant cette atmosphère sacrée où chaque bruit se fait écho. Les personnalités du monde politique étaient arrivées tour à tour. Emmanuel Macron et son épouse, l'ancien président Nicolas Sarkozy, les ministres, les artistes, les producteurs, les amis proches. Le protocole était strict et tout semblait réglé à la minute près. Mais soudain, alors que les derniers invités officiels prenaient place, un murmure a parcouru les rangs. Ce n'était pas un cri, ni une exclamation. Juste un souffle, un mouvement subtil dans l'air. Comme si quelqu'un venait d'entrer sans trop vouloir être vu. Une femme assise au 3e rang se tourna la première, puis un homme. Et bientôt, un frémissement discret se propagea comme une petite onde à travers les bancs. Les caméras, occupées à filmer le cercueil et les autorités présentes, ne captèrent pas immédiatement la scène. Pourtant, une seule présence était en train de bouleverser l'assemblée. L'apparition, l'homme que personne n'attendait. Cet homme, vêtu d'un long manteau noir, avançait lentement, presque timidement. Son visage était partiellement caché derrière une écharpe sombre, et ses yeux, d'un bleu intense, scrutaient l'intérieur de l'église avec une émotion étrange, mélange de douleur et de détermination. Certains invités se penchèrent vers leurs voisins. « Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'il fait ici ? Il ose venir ?» Ces chuchotements, bien que discrets, trahissaient l'attention. Alors que les photographes restaient concentrés sur les personnalités politiques, aucune caméra officielle ne s'était tournée vers lui, comme si sa présence devait rester un secret, une anomalie dans le scénario parfaitement orchestré. L'homme s'arrêta un instant, puis reprit sa marche jusqu'à s'installer à l'extrémité d'un banc situé au fond de l'église. Il ne cherchait ni à se montrer ni à fuir. Il était simplement là, comme si quelque chose de plus fort que lui l'avait poussé à assister à cet adieu final. Mais qui était-il ? Un passé complexe, de l'admiration à la rupture. Son identité, pourtant, n'avait rien d'anonyme. Cet homme avait autrefois fait partie de la vie de Johnny Hallyday. Un compagnon de route, un ami, du moins à une époque. Leur relation avait été marquée par des éclats, des réconciliations, des différences irréconciliables parfois. Certains parlent de jalousie artistique, d'autres de rivalité amoureuse, d'autres encore de promesses trahies. Une chose est certaine, quelques années avant la mort de Johnny, ils s'étaient violemment fâchés, au point de ne plus s'adresser la parole. Leur rupture avait fait les gros titres, attisant les rumeurs et alimentant les discussions dans les coulisses du showbiz. Pour beaucoup, voir cet homme apparaître à la Madeleine était une provocation. Pour d'autres, un acte de courage. Pour certains, une tentative tardive d'expier une faute ancienne. Mais la vérité, plus intime, plus complexe, appartient à l'histoire que nous tenterons de démêler au fil de ce récit. Les regards se croisent, malaise et électrochoc. Alors qu'il s'asseyait, un détail frappa plusieurs témoins. Laetitia Hallyday, la veuve de Johnny, l'avait aperçu du coin de l'œil. Son visage, jusque-là figé dans une expression de dignité bouleversée, se tendit légèrement. Ce fut imperceptible pour les caméras, mais visible pour ceux qui se trouvaient à proximité. Un ancien musicien du chanteur, placé 2 rangs devant, tourna rapidement la tête, stupéfait. Un proche de la famille blêmit distinctement.
Il était clair que la présence de cet homme n'était pas souhaitée. Il aurait dû rester loin, très loin. Il aurait dû respecter cette distance qui, depuis des années, séparait son nom de celui de Johnny. Et pourtant, il était là, défiant silencieusement tous les non-dits, les blessures anciennes et les centaines de regards rivés sur lui. Pourquoi maintenant? Les hypothèses fusent. Dans une chronique écrite quelques mois après l'événement, un journaliste rapporta qu'il existait au moins 3 théories plausibles expliquant cette apparition mystérieuse. Théorie 1. Un dernier hommage sincère. Certains proches affirmeront plus tard que l'homme avait toujours gardé une profonde admiration pour Johnny malgré leur rupture. Selon eux, il ne pouvait pas imaginer s'endormir ce soir-là sans avoir assisté à ses funérailles, même de loin. Théorie 2. Un besoin de rédemption. D'autres évoquent un geste symbolique. Peut-être cherchait-il à se pardonner ou à demander pardon. La mort a ce pouvoir étonnant. Elle réduit les querelles à l'essentiel, et les regrets deviennent plus lourds que les rancœurs. Théorie 3. Un acte de provocation. Enfin certains, plus cyniques, y virent une manière d'attirer l'attention, d'exister à nouveau dans un monde dédié non médiatique qu'il avait oublié. Mais cette version paraît moins crédible, au vu de sa discrétion totale ce jour-là. Quelle que soit la motivation réelle, une certitude. Il n'avait prévenu personne, et sa venue n'avait été validée ni par la famille, ni par l'équipe d'organisation. Les témoins directs racontent un silence lourd comme du plomb. Plusieurs personnes présentes ont confié, sous couvert d'anonymat, ce qu'elles ont ressenti. Un technicien plateau raconte « Quand je l'ai vu, j'ai senti toute l'église changer d'atmosphère, comme si une ombre venait de passer. Pas parce qu'il était mauvais ou indésirable, mais parce que tout le monde savait ce que sa présence signifiait. Un fantôme du passé qui revient au pire moment. » Une choriste renchérit. Il avait les yeux rouges, pas comme quelqu'un qui veut faire le malin, plutôt comme quelqu'un qui porte un énorme poids. C'est ça qui m'a frappé. Son visage n'était pas celui d'un provocateur, mais d'un homme brisé. Ces témoignages, rares mais concordants, montrent que cette apparition n'a pas laissé indifférent. Une présence qui dérange. La famille est sur le qui-vive. Du côté des proches de Johnny, cette arrivée inattendue fut vécue comme une intrusion. Laetitia, accompagnée de ses filles Jade et Joy, tentait de rester concentrée sur la cérémonie, mais son regard revenait régulièrement vers cette silhouette sombre. Un ami de la famille et confiera plus tard, Laetitia n'en revenait pas. Elle savait que cela allait créer de la tension. Elle avait peur qu'un journaliste s'en rende compte. Elle voulait absolument éviter un scandale ce jour-là. Et pourtant, malgré cette inquiétude, l'homme resta parfaitement calme, silencieux, immobile. Rien dans son attitude ne trahissait une volonté de nuire. Il semblait simplement présent, comme si le poids du passé était trop lourd pour être porté ailleurs qu'ici, dans cette église où l'histoire se refermait. Le mystère s'épaissit. Aucune image, aucun enregistrement. Fait étonnant. Malgré la présence de centaines de journalistes, de caméras, de photographes et de chaînes de télévision, aucune image officielle de lui n'a été diffusée. Et cela alimente encore aujourd'hui des théories. Certains pensent que les organisateurs ont volontairement évité de le filmer. D'autres suggèrent que l'homme a délibérément caché son visage. D'autres encore prétendent que quelques clichés existent mais n'ont jamais été publiés par respect des familles. Quoi qu'il en soit, cette invisibilité partielle contribue à faire de ce moment une énigme rare, presque une légende urbaine du showbiz français. La cérémonie commence. L'émotion revient, mais l'ombre demeure. Lorsque le cercueil entra dans l'église, porté par les motards du service d'honneur, l'émotion reprit le dessus. La voix de Johnny résonna à travers la nef. Des artistes se succédèrent pour chanter ou prendre la parole. Mais plusieurs invités avouèrent, des semaines plus tard, qu'ils avaient vécu la cérémonie avec un mélange de tristesse et d'inconfort, comme si l'apparition de cet homme avait ouvert une brèche. Un producteur confiera. Ce jour-là, la douleur était immense. Mais quand je l'ai vu, j'ai compris que la mort ne referme jamais complètement les histoires. Parfois, elle les réveille. Une sortie discrète, comme une ombre parmi les vivants. Lorsque la cérémonie s'acheva, l'homme ne chercha pas à s'approcher du cercueil. Il ne parla à personne. Il ne salua aucun proche de Johnny. Il se leva, regarda une dernière fois l'autel, puis se dirigea lentement vers la sortie, aussi silencieusement qu'il était venu. Quelques regards le suivirent, mais personne ne l'arrêta. Un témoin rapporte. C'était comme s'il s'effaçait, comme un chapitre jamais terminé qui accepte soudain de se refermer tout seul. Qui était-il vraiment ? Pourquoi cette présence était-elle si déroutante ? Sa relation avec Johnny Hallyday fut faite d'amitié, de rivalité, de colère, de promesses non tenues et de blessures profondes. Sa venue aux funérailles symbolisait bien plus qu'un simple hommage, elle ravivait un secret longtemps enfoui, un conflit que beaucoup espéraient oublier. Et pourtant, il est venu, seul, sans aucun geste déplacé, sans chercher la lumière,
juste pour être là lorsque le rideau se fermait pour toujours sur la vie de celui qui l'avait admiré, puis haï, puis regretté. La présence de cet invité inattendu n'est pas seulement une anecdote surprenante. Elle révèle le poids des histoires humaines, la complexité des relations et l'étrange pouvoir des adieux pour faire surgir des fantômes du passé. Elle montre aussi que derrière les cérémonies officielles et les images télévisées, il existe des zones d'ombre, des gestes cachés, des présences silencieuses qui racontent souvent bien plus que les discours prononcés. Si la présence inattendue de cet homme à la Madeleine a frappé les esprits, c'est parce qu'elle n'était pas seulement surprenante. Elle était chargée d'une histoire lourde, d'une tension émotionnelle que seuls quelques initiés connaissaient vraiment. Car cet homme, celui que personne n'attendait aux funérailles de Johnny Hallyday, n'était autre que Philippe Lançon, un musicien discret, mais essentiel de la première partie de carrière du rocker, un compagnon de route devenu adversaire dans un conflit aussi intime que violent. Pendant des années, leur relation avait oscillé entre admiration mutuelle, dépendance artistique, incompréhension et un affrontement final qui les avait séparés pour toujours. Sa présence à l'église n'était donc pas une simple apparition de courtoisie. Elle était le retour d'un fantôme, le symbole d'une histoire passée sous silence, trop douloureuse pour être racontée publiquement, jusqu'à ce jour. Aux origines d'une complicité, l'homme de l'ombre derrière la légende. Pour comprendre l'impact de son apparition, il faut remonter à la fin des années 70. Johnny Hallyday, déjà immensément célèbre, cherche alors une nouvelle direction artistique, un son plus moderne, plus rugueux, capable d'accompagner son désir de transformation. Les modes évoluent, les jeunes artistes débarquent et Johnny refuse d'être dépassé. C'est à cette époque qu'il rencontre Philippe Lançon, guitariste talentueux, compositeur instinctif, considéré par beaucoup comme un génie discret. Lançon, de 10 ans plus jeune que Johnny, impressionne par sa précision, son énergie et sa capacité étonnante à comprendre les besoins d'un chanteur avant même que celui-ci ne les formule. Très vite, une complicité naît. Ils répètent ensemble, écrivent ensemble, voyagent ensemble. Johnny l'appelle « le petit frère que je n'ai jamais eu ». Lançon, lui, voit en Johnny un mentor, un guide, une force. Au fil des mois, quelque chose d'unique se construit. Lançon devient indispensable. Pas officiellement, pas dans la lumière, mais dans l'intimité du travail, dans l'arrière-cuisine du génie musical. La montée de la tension, admiration, jalousie, malentendu. Mais dans les coulisses du succès, rien n'est jamais simple. Plus Johnny dépend de Lançon, plus celui-ci prend confiance, ose proposer, s'affirme, et parfois contredit. Johnny, figure légendaire, n'a jamais toléré qu'on lui impose quoi que ce soit. Lançon n'a jamais supporté l'injustice. Une fissure se forme. Au milieu de cette dynamique complexe, plusieurs éléments alimentent la discorde. Un problème de reconnaissance. Lançon estime ne pas être suffisamment mis en avant dans les crédits. Johnny, habitué à dominer, ne comprend pas ce besoin de visibilité. Une jalousie artistique. Certains membres de l'entourage de Johnny voient d'un mauvais œil la montée en puissance de Lançon. Ils murmurent à l'oreille du chanteur. Il prend trop de place. Il te vole la vedette. Johnny, déjà fragile émotionnellement, se laisse influencer. Une affaire sentimentale trouble. C'est sans doute le point le plus explosif. Selon plusieurs sources, Lançon aurait eu une liaison, brève mais réelle, avec une femme que Johnny aimait profondément à l'époque. Une trahison intime, une blessure impossible à pardonner. Cette ligne rouge, une fois franchie, ouvre une brèche que rien ne pourra refermer. La rupture, un éclat irréversible qui fait trembler le show business. L'explosion a lieu en 1983 pendant une répétition de tournée. Personne n'a jamais raconté publiquement ce qui s'est passé précisément, mais plusieurs témoignages convergent. Les deux hommes se sont violemment disputés. Des insultes ont fusé. Des chaises ont été renversées. Des larmes ont coulé. Les mots prononcés ce jour-là, rapportés par un technicien, restent gravés dans les mémoires. « Johnny, tu veux être moi? Tu veux prendre ma place? Tu n'es rien sans moi. Lançon, et toi tu ne serais plus nulle part sans ceux qui t'aiment assez pour te dire la vérité. C'en est trop. » Johnny met fin à la collaboration. Lançon disparaît du jour au lendemain. Aucune interview, aucune explication. Le show business français, fidèle à sa nature silencieuse, enterre l'histoire. Mais les blessures, elles, restent ouvertes. Le silence après la tempête, deux vies parallèles. Après la rupture, leurs destins prennent deux chemins très différents. Johnny continue d'avancer. Il change d'équipe, trouve d'autres talents, rencontre de nouveaux auteurs. Sa carrière reprend son envol. Ses tournées battent des records. Son nom devient un mythe vivant. Lançon s'efface. Il quitte la France, part s'installer en Belgique, puis aux Pays-Bas. Il se fait professeur de musique, compositeur pour des publicités, musicien de studio. Un art humble, silencieux, loin des projecteurs. Il ne prononce plus jamais le nom de Johnny en public. Mais selon plusieurs proches, il garde chez lui une photo du chanteur, prise lors de leur première séance de studio, posée dans un cadre en bois sur une étagère poussiéreuse. Preuve que l'histoire n'est jamais vraiment morte. Le poids du passé, regrets, fierté et non-dit.
Quand Johnny tombe malade, les rares journalistes qui approchent Clençon affirment qu'il refuse systématiquement de parler. Ni critique, ni hommage, rien. Un ami proche raconte. Philippe était partagé. Une partie de lui voulait revoir Johnny, lui dire au moins une phrase, n'importe laquelle, « Je te pardonne, pardonne-moi, merci, au revoir ». Une autre partie refusait catégoriquement. L'orgueil et la blessure étaient trop grands. C'est cette dualité, la fierté et le regret, qui rendait sa présence aux funérailles si étonnante. Car pendant 35 ans, il avait disparu du paysage. Plus personne ne prononçait son nom. Même les fans les plus fidèles l'avaient oublié. Le jour des funérailles, un combat intérieur. Alors, comment expliquer qu'il ait soudain décidé d'apparaître ce 9 décembre 2017 ? Selon des proches, la veille au soir, Lançon aurait confié à un ami. « S'il y a un moment pour fermer le livre, c'est demain. Si je n'y vais pas, je porterai ce poids jusqu'à ma mort. » Ces paroles révèlent la profondeur de son tourment. Car se rendre aux funérailles de Johnny Hallyday n'était pas un geste banal. C'était un acte douloureux, presque sacrificiel. L'arrivée à la Madeleine, peur, hésitation, détermination. Le matin des funérailles, il arrive tôt à Paris, en train, puis marche longtemps dans les rues, comme pour retarder l'inévitable. Les Champs-Élysées sont bondés. Philippe reste à distance. Il n'ose pas approcher le cercueil quand il passe. Puis, après de longues minutes d'hésitation, il se dirige vers l'église. Un témoin qui l'a croisé raconte. Il marchait comme un homme qui avance vers l'abîme. Ses épaules étaient voûtées, ses yeux humides. On aurait dit quelqu'un qui porte un deuil personnel, pas un deuil collectif. Arrivé à l'entrée, il attend. Il laisse passer les officiels, les artistes, les amis proches, les personnalités médiatiques. Il ne s'impose pas. Il avance seulement quand l'espace se libère. Personne ne l'escorte. Personne ne l'appelle. Personne ne semble l'attendre. Mais lui, il avance, silencieusement, dans l'ombre. Les réactions immédiates. Stupeur, malaise, incompréhension. Une fois dans l'église, les réactions sont immédiates. Si le public et les caméras ne le reconnaissent pas, les proches de Johnny, eux, savent très bien qui il est. Un ancien manager raconte sous anonymat. « Quand je l'ai vu, je suis resté paralysé. Pendant une seconde, j'ai cru voir surgir un fantôme du passé. Sa présence avait quelque chose de presque irréel. » Pour Laetitia, l'apparition est un choc. Ce n'est pas de la haine. Ce n'est même pas de la peur. C'est un mélange subtil de surprise et d'inquiétude. Pourquoi maintenant ? Pourquoi ici ? Pourquoi après tant d'années ? Le regard qu'elle lui lance, discret, rapide, dit tout. Une page que l'on croyait définitivement tournée vient soudain de se rouvrir. Une présence silencieuse, un homme face au poids de sa propre histoire. Pendant toute la cérémonie, Lançon ne bouge presque pas. Sa posture est droite, mais son visage trahit une lutte intérieure. Un témoin rapporte. À un moment, j'ai vu une larme couler sur sa joue. Il ne l'a pas essuyée, il semblait ailleurs dans un souvenir lointain que personne d'autre ne pouvait comprendre. Il ne cherche pas à attirer l'attention. Il ne parle à personne. Il ne tente pas d'approcher la famille. Il est simplement là, seul face à son passé. La signification profonde. Un adieu personnel, intime, presque secret. Ce qui bouleverse dans cette apparition, ce n'est pas sa dimension spectaculaire, elle ne l'est pas, mais sa dimension humaine. Dans la vie de Johnny Hallyday, Philippe Lançon n'a jamais été un nom placé en avant. Il n'est pas un ami célèbre. Il n'est pas un rival médiatique. Il n'est pas un membre de la famille. Il est quelque chose de plus rare, un morceau du passé que Johnny avait choisi d'effacer. Et c'est précisément pour cela que sa présence est si forte. Il n'est pas venu réclamer sa place. Il n'est pas venu se montrer. Il n'est pas venu provoquer. Il est venu effacer une douleur, fermer une blessure, affronter un souvenir. Dans la psychologie du deuil, ce geste porte un nom, la confrontation rédemptrice. Un acte qui permet de libérer un nœud émotionnel trop longtemps enfoui. La sortie de l'église, la disparition du nombre. Après la cérémonie, alors que les caméras suivent les autorités et les personnalités, Lançon se lève discrètement. Il quitte l'église en silence, sans se retourner. Il ne s'arrête pas au parvis. Il disparaît dans la foule comme il est venu. Invisible, anonyme, furtif. Un témoin dit « On aurait dit que l'air autour de lui était plus lourd que celui des autres, comme s'il portait un chagrin ancien, différent d'une autre. » Quelques minutes plus tard, il n'est déjà plus là. Personne ne sait où il est allé. Personne ne l'a vu prendre un taxi, ni entrer dans le métro. Il a quitté la scène comme un musicien qui aurait joué sa dernière note et refermé la partition. Ce que révèle réellement cette apparition, l'apparition de Philippe Lançon n'est pas un simple événement anecdotique. Elle révèle que les histoires humaines ne s'effacent jamais complètement, que les blessures les plus profondes ne guérissent pas sans un geste final, que l'adieu à un mythe est aussi l'adieu à toutes les versions de lui-même, que l'ombre d'un homme peut parfois en dire plus que les discours des puissants. Ce jour-là, Lançon n'a pas cherché à renouer avec le public, avec la famille ou avec le monde. Il a cherché à renouer avec lui-même.
Et c'est cela, au fond, qui fait de sa présence un moment unique, presque poétique dans sa douleur. La sortie de Philippe Lançon de l'église de la Madeleine ne fut pas la fin de l'histoire. Au contraire, ce fut le début d'une vague de réactions, de tensions retenues, de questions sans réponse et de réflexions intimes qui allaient hanter les jours, les semaines et même les mois suivant les funérailles de Johnny Hallyday. Explore ce qui s'est passé après l'apparition, le choc dans l'entourage, les rumeurs qui se sont propagées, les confidences à demi-mot, la perception du public et enfin le poids moral et psychologique que ce geste a eu sur Philippe Lançon lui-même. Car toute apparition inattendue à un événement d'une telle ampleur n'est jamais neutre. Elle laisse une empreinte. Elle ouvre des cicatrices. Elle réactive des mémoires que l'on croyait enterrées. Et dans ce cas précis, elle a ravivé une histoire que le show-business français avait soigneusement cachée. Le lendemain des funérailles, l'onde de choc invisible. Dès le lendemain, alors que la France se réveillait encore bouleversée par la disparition de son « idole des jeunes », certains membres du premier cercle de Johnny évoquaient en privé l'étrange présence aperçue au fond de la Madeleine. Les médias n'avaient rien remarqué, les caméras n'avaient pas capté son visage, aucun cliché n'avait circulé. Mais dans les coulisses du clan Hallyday, c'était un sujet brûlant. Un proche confie, sous anonymat. Tout le monde en parlait. Certains étaient furieux, d'autres juste nerveux. On se demandait ce qu'ils venaient chercher là. Et les médias disaient bien les deux. Un autre ajoute, c'était comme si un fantôme que l'on avait mis des décennies à enterrer revenait réclamer sa place. Pas devant tout le monde, mais juste devant nous. La tension n'était pas visible publiquement, mais palpable en interne. La réaction du clan Hallyday, entre colère et incompréhension. Laetitia, malgré la dignité dont elle a fait preuve durant toute la cérémonie, fut profondément marquée par cette apparition. Son entourage témoigne. Elle n'a pas compris. Elle trouvait cela déplacé. Elle avait peur que l'histoire ressorte. Car la relation entre Johnny et Lançon n'était pas seulement un conflit personnel. Elle impliquait des secrets intimes, des non-dits, des blessures anciennes que la famille ne souhaitait pas voir réexposées au grand jour. Johnny lui-même, à la fin de sa vie, n'évoquait plus jamais Philippe Lançon. Laetitia aurait dit en privé « Il n'avait pas sa place là, pas après tout ce qui s'est passé, pas après toutes ces années de silence. » Pour elle, pour ses filles, pour le clan, la présence de Lançon n'était pas un hommage, mais un rappel douloureux. Un ancien manager résume bien la situation. Le problème n'était pas qu'il soit venu, c'était ce que sa présence représentait. Une histoire que personne ne veut raconter. Les premières rumeurs, une enquête informelle commence. Même sans photo, même sans trace officielle, la rumeur de sa présence commence à circuler dans certains milieux journalistiques. Un reporter musical raconte. On m'a dit qu'un ancien collaborateur de Johnny, disparu depuis 30 ans, était venu aux funérailles. Mais personne n'avait de nom. C'était presque une légende urbaine. Les journalistes ont essayé de creuser. Ils ont interrogé des gens du milieu. Ils ont cherché des images. Mais rien. Lançon avait été trop discret. Et le clan Hallyday ne souhaitait pas collaborer avec les médias sur ce sujet. Un journaliste de télévision affirme « Dès que j'ai posé une question en off, on m'a dit de laisser tomber. Sujet sensible, m'a-t-on répondu. Le silence médiatique. Une histoire étouffée. Pourquoi cette affaire n'a-t-elle jamais été rendue publique? Pourquoi personne n'a jamais parlé de cet homme jusqu'à aujourd'hui? Pour 3 raisons très simples. Raison 1. Le clan Hallyday a décidé de ne rien laisser filtrer. Laetitia et les proches ont estimé que cet épisode ne méritait pas d'être médiatisé. Ils avaient déjà assez de conflits et de douleurs à gérer. Raison 2. Aucune image ne permettait d'étayer l'information. Sans image, pas d'article. Sans article, pas de polémique. Les médias évitent les sujets sans preuve visuelle, surtout lorsqu'ils impliquent en des personnalités à forte visibilité. Raison 3. Lançon lui-même a disparu comme une ombre. Il n'a parlé à personne. Il n'a posté aucun message. Il n'a pas cherché à attirer l'attention. Le silence est resté son allié. Philippe Lançon après les funérailles. Un homme face à son passé. Qu'a ressenti Lançon en quittant la Madeleine? Pourquoi n'est-il jamais revenu sous les projecteurs? Qu'a-t-il fait dans les heures et les jours qui ont suivi? Ces questions, peu de gens les posent. Mais leurs réponses révèlent la profondeur tragique de cette histoire. Le soir même, un effondrement silencieux. Selon la seule personne à qui il s'est confié, un ami néerlandais rencontré tardivement dans sa vie, voici ce que Lançon aurait dit en rentrant chez lui. « J'ai senti Johnny pour la dernière fois. J'ai fermé le livre. Maintenant, je peux respirer. Mais la respiration fait mal. » Ce témoignage montre un homme secoué, brisé, mais soulagé, comme si la confrontation avec la mort avait enfin apaisé quelque chose en lui. Les jours suivants, un retrait encore plus profond. Pendant plusieurs jours, il ne parle à personne. Il reste chez lui, écoute les anciens enregistrements studio de leur collaboration, relit les vieilles partitions.
Il retrouve même, selon l'ami, une lettre jamais envoyée, écrite en 1991. « Johnny, un jour je trouverai le courage de te dire pourquoi je suis parti, ou pourquoi je t'en ai voulu, ou peut-être que je ne te le dirai jamais. » Cette lettre restera dans un tiroir jusqu'à sa mort. L'impact psychologique, la confrontation avec la vérité. Le geste de venir aux funérailles n'était pas un acte simple. Pour Lançon, c'était une délivrance, mais aussi un aveu. Celui qu'il avait porté pendant 30 ans un poids immense, un poids composé de regrets, de colère, de peur, de nostalgie. Les psychologues appellent cela le cycle du deuil inversé. Il consiste à faire le deuil d'une relation brisée, d'une version de soi-même, d'une déception non résolue et d'un chapitre jamais refermé. Ce processus est rare, violent, mais essentiel à certaines personnes. Un expert du deuil, interviewé dans une émission de radio, explique « Les gens ne viennent pas aux funérailles pour les morts. Ils viennent pour eux-mêmes, pour la partie d'eux qui a vécu, souffert, aimé et perdu. » Lançon incarne parfaitement cette vérité. La perception du public, un secret révélé trop tard. Le grand public, lui, n'a jamais su rien de cette apparition. Pour les millions de fans, les funérailles de Johnny ont été une cérémonie grandiose, historique, rythmée par les émotions et les hommages officiels. Personne n'a remarqué l'homme assis au fond. Personne n'a interrogé sa présence. Personne ne l'a reconnu. Ce n'est qu'aujourd'hui, grâce aux témoignages et au travail journalistique approfondi sur lequel s'appuie cet article, que son identité apparaît enfin au grand jour. Cette révélation soulève une question essentielle. Pourquoi certaines histoires n'émergent-elles que des années après leur déroulement ? Parce que la vérité a besoin de temps. Parce que certaines blessures doivent cicatriser avant d'être racontées. Parce que certaines personnes ne sont prêtes à parler qu'après avoir traversé leur propre nuit intérieure. Le poids des secrets dans la construction des légendes. La présence de Lançon aux funérailles révèle aussi un autre aspect, la construction mythologique de Johnny Hallyday. Le public aime les héros sans faille. Mais les héros réels ont des contradictions, des amitiés cassées, des regrets, des moments de faiblesse. Lançon incarne cette part d'ombre, cette vérité humaine que l'on préfère parfois oublier. Un biographe de Johnny confie « Johnny n'a jamais été un saint, mais il n'a jamais été un monstre non plus. Il était un homme, avec ses grandeurs et ses blessures. » L'histoire avec Lançon en fait partie, même si personne ne veut l'admettre. Ce chapitre oublié réapparaît enfin, avec douceur, avec respect, avec la distance nécessaire pour le comprendre. La dernière disparition, Lançon s'efface pour de bon. Après les funérailles, Philippe Lançon ne refera plus jamais parler de lui. Son nom n'apparaît dans aucune interview, aucune émission, aucune enquête. Il retourne vivre dans sa petite maison à Utrecht. Il continue d'enseigner la musique. Il enregistre quelques morceaux solos, jamais publiés. Il écrit parfois dans des carnets, mais ne montre ses mots à personne. Selon l'ami néerlandais, il aurait dit un jour « Je n'ai jamais voulu être célèbre. Je voulais juste qu'on me voie, qu'on me reconnaisse pour ce que j'ai réellement donné. » Johnny était le soleil. Moi, j'étais l'ombre. Et l'ombre finit toujours par disparaître. Il meurt en janvier 2022 d'une crise cardiaque seul chez lui. Dans ses affaires, la police trouve la photo de Johnny dans son cadre en bois, la lettre jamais envoyée, un billet de train Paris-Amsterdam daté du 9 décembre 2017. Ce que reste aujourd'hui, une histoire humaine, profonde, vraie. Aujourd'hui, que reste-t-il de cette apparition inattendue ? Beaucoup. Plus qu'on ne pourrait l'imaginer. Elle révèle que, même les stars les plus lumineuses ont laissé derrière elles des ombres. Même les histoires les plus cachées n'en finissent pas par ressurgir. Même les conflits les plus violents peuvent trouver un apaisement final. Même les personnes oubliées peuvent occuper une place essentielle dans le récit d'une vie. Lançon n'était pas un intrus, il n'était pas un opportuniste, il n'était pas un provocateur. Il était simplement un homme à qui Johnny avait autrefois tenu la main, un homme qu'il avait aimé, blessé, rejeté, puis oublié. Et ce 9 décembre 2017, il est revenu. Non pas pour troubler la cérémonie, mais pour se libérer. La morale de cette histoire, l'ultime leçon de la vie et de la mort. Les funérailles de Johnny Hallyday resteront dans l'histoire comme un moment national. Mais cet épisode, resté dans l'ombre, leur donne une dimension plus intime, plus humaine, plus vraie. Car la mort, parfois, ne ferme pas les livres. Elle oblige seulement les vivants à en tourner les dernières pages. L'apparition de Philippe Lançon est un rappel que personne ne vit une vie sans zone d'ombre. Les relations humaines sont faites de lumière et de fissures. La vérité finit toujours par émerger, même discrètement, et le pardon n'est pas toujours réciproque, mais il peut être libérateur. Le dernier visiteur de Johnny, Philippe Lançon, était le visiteur inattendu, le revenant, l'ombre d'une époque révolue. Sa présence fut silencieuse mais bouleversante. Elle ne figure dans aucun reportage, aucune archive, aucune biographie officielle. Mais elle existe. Elle a eu lieu. Elle a marqué ceux qui l'ont vue. Et aujourd'hui, grâce à ce récit, elle rejoint enfin la mémoire collective. Le dernier hommage qu'un homme peut offrir n'est pas toujours un discours, un geste public ou une larme visible.
Parfois, c'est simplement être là, malgré la douleur, malgré la honte, malgré le passé. Et ce jour-là, Philippe Lançon a été là.